Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, basi baké musique. Donc là, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma nina kali. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment coquette? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer dans Nkolo. Très chers internautes, bienvenue. Vous suivez Dites-moi tout. Pour la deuxième fois, je reçois le docteur professeur Chirandi. Il est le responsable des Global Touch. C'est un professeur, il enseigne le droit dans plusieurs universités à travers le monde. Et ici, il se rassure que le Congolais puisse avoir ce qu'on appelle la mentalité des travailleurs. Et on va parler au cours de cet entretien sur l'entrepreneuriat. On parlera bien évidemment du travail, la qualité du travail, parce qu'au Congo, on en a besoin au-delà de la quantité, mais aussi la qualité. Pourquoi ne pas parler de la performance? Oui, le rêve américain. Comment donner naissance à un rêve congolais? Est-ce possible? On en parlera. Pourquoi pas sur l'actualité, le viol? Et vous le savez très bien, mesdames et messieurs, il n'y a pas longtemps, hier, pour être vrai, certains députés invalidés ont passé donc la nuit à la Cour constitutionnelle, et vous avez vu les photos, il y en a d'autres qui se sont réveillés aujourd'hui, on commençait même à brosser là, à l'Assemblée, disons, devant la Cour constitutionnelle. On en parle, crise ou pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc, bienvenue. Vous vous excuserez le docteur, son français, il est anglophone, on va le dire, comme ça. Good morning. Good morning, how are you? Ça va? I'm fine. Yes, merci. Alors, monsieur le professeur, Yes. vous revenez d'Atlanta et tout de suite vous passez à notre émission. Merci de nous faire confiance. Merci beaucoup. Merci à toi. J'aime votre façon de travailler. Surtout, vous êtes un garçon intelligent, un homme intelligent, et je sais que vous allez loin. Ouais, merci beaucoup, monsieur le professeur. Vous m'inspirez beaucoup, il faut le dire. Hein. Votre combat, votre charisme, votre personnalité. Eh bien, j'apprends beaucoup chaque fois que je vous rencontre. Merci, je suis aussi honoré. D'accord. Alors, monsieur le professeur, nous allons d'abord parler de cette grande, je dirais, manifestation, ce grand événement. J'en parle, ça fait pratiquement 10 jours. J'en parle. J'ai le même placardé sur l'émission, ça reste là. Et tout le monde peut voir. Et on me pose des questions. C'est quoi? On voit des pasteurs, on voit des entrepreneurs. Est-ce que vous avez fait le choix de l'élite, simplement? Non, en fait, la conférence, c'est la conférence d'entrepreneuriat, susciter les entrepreneurs, 5e édition. Et le thème, comme vous avez vu, c'est sur l'innovation, le numérique, la gestion des projets, stratégie financière. Alors, l'objectif de cette conférence, c'est d'essayer de susciter, d'éveiller l'esprit d'entrepreneuriat qui est dans chaque être humain. Je suis des gens qui croient que dans chaque être humain, il y a une certaine sorte d'autonomie, une habilité que l'homme doit être capable de créer, d'accomplir son rêve, d'accomplir ce qui est en lui. Pourquoi nous sommes en train de le faire? C'est pour booster aussi l'économie du pays, c'est pour aider aussi à ces gens qui cherchent l'emploi de savoir ce qu'ils doivent faire, et sélection peut-être des gens que nous amenons un mix de gens. Il y a par exemple le DG des FPI, donc oui, DG des FPI, il y a DG de l'API, il y a de la banque, il y a aussi le William Alain Yav, donc il y a aussi des hommes de Dieu tels que Roland Dalo, Daniel Kawata, et parce que je crois que l'être humain en lui-même a besoin d'être complet sur le plan émotionnel, psychologique, spirituel, physique et intellectuel. Et ce qui est très important dans cette conférence, c'est que vous apportez une autre touche, parce qu'il faut le dire, des gens comme le pasteur le révérend Dalo, c'est quelqu'un de très extraordinaire, il dit une intelligence extrêmement lourde, mais aussi inspirante. Le pasteur recteur Daniel Kawata, quelqu'un qui inspire. Est-ce que vous ne le choisissez pas parce qu'ils allient en même temps la compétences de la vie de tous les jours et les pastorales, ou simplement c'est une question de les responsabiliser pour leur dire, écoutez, au-delà de pasteur, vous avez beaucoup de choses à faire pour le pays? Non, c'est dans les deux sens. Le premier sens, c'est parce que
Je connais Pasteur Dalo, je connais Dr Kawata. D'ailleurs, ce sont des voix d'autorité dans ma vie. Je les connais plus de 20 ans. Ils m'ont connu depuis que j'étais même jeune. Alors, je l'ai dit dans le sens que, et je sais aussi qu'ils sont des responsables, ils sont des gens compétents, intelligents, qui ont réussi dans leur domaine, par la grâce de Dieu. Et aussi, c'est aussi un sens de responsabilité. À chaque fois que vous devez répondre à une invitation, vous avez la responsabilité aussi sur cette invitation. Donc, la responsabilité aussi, c'est d'essayer de conscientiser le peuple et de conscientiser aussi la nation, de savoir que d'un côté, vous avez Dieu, de l'autre côté aussi, c'est qu'il y a notre responsabilité d'aider le pays à avancer. Il y a pas longtemps, dans ce pays, la publicité, c'était vraiment réservé à une autre, c'était beaucoup plus les étrangers qui faisaient la publicité ici, mais il y a quand même, par exemple, Monsieur Willy et Alain Yav, ils ont révolutionné ces secteurs de publicité. Est-ce que pour vous, ce n'est pas une question de le récompenser aussi pour leur dire, vous avez fait un bon travail, vous avez révolutionné, mais ne vous arrêtez pas là, faites mieux que ça? Oui, c'est ça aussi. C'est parce que ce sont des Congolais, bon, comme vous dites, ils sont frères, les Pygmas, je les salue et je salue leur travail. Et je ne les ai pas connus, c'est en venant au Congo que je les ai connus, je les ai visités, j'ai une affinité avec Alain, nous parlons, et j'ai compris que c'est un monsieur qui réfléchit très bien, c'est un monsieur qui a une vision, c'est un monsieur qui veut aller loin, qui veut voir aussi le Congo révolutionner. Et aussi, plupart des jeunes aujourd'hui, les photographes, les graphic designers, sont passés chez lui pour faire certaines sortes de stages, certains ont reçu même l'emploi. Donc, en quelque sorte, c'est un leader qui est clair, et qui aussi encourage les autres à être capables d'aller loin. Lorsque tu vois Willy Yav, tu vois Alain Yav, lorsque tu vois Kawata, tu vois Mama Magui Sambi, il y a aussi des femmes là-bas, Monique Bisquez. Lorsque tu vois tous ces gens-là, ça donne une idée, ça te donne un encouragement, toi un jeune, ou peut-être un vieux aussi, ou une vieille, ou une jeune femme ou un jeune garçon, ça te donne une vision de croire que c'est aussi possible avec toi. Alors, discutons sur l'entrepreneuriat, oui. Monsieur le professeur. Un étudiant en Chine, enfin, disons en Inde, quand il a fini ses études, s'il est employé par l'État américain, par l'État indien, il se considère comme quelqu'un qui a échoué. Parce qu'il veut finalement entreprendre, c'est beaucoup plus fort que lui. Yes. Un étudiant japonais pense demain entreprendre, innover, créer. Est-ce que vous pensez que la mentalité de Congolais a été forgée dans le sens de l'entrepreneuriat ou a été forgée dans le sens de bureau, recevoir ou faire la demande, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur? Bon, je ne saurais pas réellement dire quoi, parce que je ne vis pas au Congo, et ça fait longtemps, mais ça fait un bout du temps que je viens au Congo. Je pense que d'un côté, sur cette histoire-là des bureaux, parce que tout le monde, par exemple, ils vont à l'université, et après avoir fini l'université, ils attendent aussi à obtenir un travail, un boulot quelconque, tout ça. Mais au-delà de ça, ce que nous essayons de faire comprendre aux gens, c'est que ta vie n'est pas limitée seulement au bureau. Ta vie est aussi une essence d'être capable d'accomplir la vision, l'ambition, ce qui est en toi que Dieu a mis au-dedans de toi. Par exemple, vous avez étudié le droit. C'est ça. Donc, quand vous avez fini à l'université, vous pouvez aller pistonner dans un bureau d'un avocat, tout ça. Ça, c'est ce que vous avez fait à l'école. Mais l'ambition, ce qu'on appelle le dream, la vision que Dieu a mis en toi, c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Tu es journaliste, tu fais ça, donc tu es en même temps aussi entrepreneur, parce que c'est toi qui as créé ça, tu as créé cette organisation de toi-même. Donc moi je crois que dans chaque être humain, il y a un esprit de la créativité. Mais alors pourquoi ça se freine? Est-ce que c'est l'environnement qui freine? Les messages que l'on reçoit qui freinent? Qu'est-ce qui peut bloquer? C'est les deux. L'environnement et en même temps aussi le message. L'environnement parce que même Abraham Lincoln avait dit en anglais, il a dit que the government is not there to provide a job for people, but is there to provide a conducive area for people to work. Donc le travail du gouvernement, ce n'est pas là pour vous donner le boulot, mais le travail du gouvernement, c'est être là, vous donner une plateforme, un endroit qui est paisible, un secteur qui favorise l'emploi, qui favorise à ce que vous puissiez avoir l'emploi. Alors ça c'est
C'est ça le rôle du gouvernement. En même temps aussi, nous tous aussi, on doit être informés. On doit savoir que lorsque j'ai une vision en moi, lorsque j'ai une ambition, lorsque j'ai un désir d'aller vers quelque chose, je dois accomplir parce que c'est ça, ce qui est au-dedans de moi. Je dois suivre. Quelqu'un va me dire peut-être je n'ai pas de moyens, je ne sais pas comment les faire. Ouais, il y a plusieurs choses, tu vois. Donc, ce n'est pas normal que tu aies un téléphone de $1000, iPhone, de $700 peut-être, ou de $600, mais tu n'as pas de boulot. C'est pas normal. Prends les téléphones, vends ces téléphones-là, cherche un petit capital, commence avec ces peu-là que tu peux avoir. Tu vois, donc il y a une certaine balance. C'est une question des mentalités, parce qu'au Congo, vous allez voir des jeunes femmes qui ont des téléphones de $1000, mais qu'on chasse à l'école parce qu'elles n'ont pas payé $180. Je me dis, mais elles ont choisi d'avoir un téléphone à la place de la connaissance. Yeah. Et puis, ça dépend aussi, on ne sait pas si le téléphone lui a été donné un cadeau, on ne sait pas qui a payé les téléphones, on ne sait pas qui était... Mais avec l'esprit d'entrepreneuriat, moi, si je sais que je dois payer Minerval, je sais que je dois payer les études, et que j'ai un téléphone de $1000, je vais essayer de descendre, vendre mon téléphone et m'acheter un téléphone de moins cher pour être capable de payer mes études. C'est en même temps aussi que, même si j'ai une montre, ou bien j'ai quelque chose qu'on m'a donné qui est très cher, c'est vrai, j'aime ça, mais parce que je cherche à m'en sortir dans la société. Je peux commencer à vendre le pain, je peux commencer à vendre de l'eau, je peux commencer à vendre quelque chose d'autre. Je peux faire même un petit voyage à Dubaï, comme les Congolais le font. Va à Dubaï, achète les histoires, retourne, essaie de vendre. L'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit de recherche pour s'en sortir, pour ne pas dépendre de quelqu'un. Si tu dépends de quelqu'un, tu deviens l'esclave de la personne. Alors, monsieur le professeur, je suis allé en Chine, en Guangzhou, j'ai vu des jeunes gens, des jeunes dames qui pouvaient vendre le fruit. En fait, ils prennent le fruit, ils le transforment en jus, et ils les vendent à même le sol, je veux dire sur la route. Oui. Pourquoi, ici à Kinshasa, les gens attendent d'avoir tout de suite une usine, tout de suite un gros truc? Est-ce que le problème, ce n'est pas de commencer d'abord quelque part, que d'attendre d'avoir un gros truc pour commencer? En fait, c'est tous ces deux phénomènes-là. Oui. Il y a le phénomène d'abord de la mentalité. Les gens pensent que la grandeur, c'est quelque chose qui vient automatiquement. Non, la grandeur se construit jour par jour. C'est quelque chose qui nécessite de discipline, qui nécessite un investissement. Personne ne peut investir pour toi si tu n'investis pas pour toi-même. D'abord, tu dois d'abord le faire. Alors, tu commences petit à petit. Tu ne peux pas devenir chef d'entreprise demain si tu n'as pas commencé à être serviteur de quelqu'un aujourd'hui. C'est en même temps aussi que si tu veux créer des grandes entreprises, tu veux avoir de grandes choses, commence petit à petit. Commence par vendre des choses. Commence par marcher, tout ça. C'est comme ça que j'ai beaucoup de respect. Quand je suis par exemple à l'hôtel, je quitte l'hôtel, je vois ces garçons-là qui sont en train de vendre les phone cards, les cartes de crédit, tout ça. Je préfère acheter les cartes de crédit chez ces petits-là, des $40, des $50, biper dans mon téléphone pour essayer de donner un boost dans son business, que d'aller quelque part d'autre où le business là. Parce que ce sont des petits marchands-là. C'est ça, c'est l'économie se relève. L'économie d'une nation s'élève avec des petits garçons-là qui sont sur la rue, qui sont en train de vendre. Ça fait partir aussi partie de l'économie. Alors, expliquez-nous, professeur, qu'est-ce qui se passe exactement dans la tête des Congolais ou, disons, des Africains, disons l'homme noir? Lorsque vous prenez le même capital, vous remettez à un Chinois, et vous donnez le même capital, vous donnez à un Congolais, vous allez voir, 2 ans plus tard, le Chinois sera beaucoup plus grand, et 2 ans plus tard, le Congolais sera pratiquement nulle part. C'est un problème de programmation, de prédestination ou de choix délibéré que les gens font? Ce n'est pas un problème de prédestination, parce que si on parle de problème de prédestination, alors Dieu devient injuste. C'est comme s'il a voulu que les autres soient prospérés, les autres ne pas prospérer. Non. Il y a une part de la responsabilité de l'homme. La responsabilité de l'homme, ça devient le centre de tout. Et puis aussi, une grande chose, c'est le capital humain. Vous voyez ce que vous venez de dire, par exemple, quand vous avez utilisé l'exemple de l'Inde. Let me use l'exemple de l'Inde. Je vais utiliser l'exemple de l'Inde. L'Inde, aujourd'hui, c'est le pays numéro 1 en ce qui concerne les programmations de l'ordinateur, des computers, tout ça. Pourquoi? Parce que 22 ans passés, ils ont commencé à remarquer les trends, comment est-ce que le monde est en train de partir. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de choisir parmi les jeunes qui étaient les plus intelligents, qui finissaient dans les universités. Ils les ont donné des bourses, ils les ont envoyés partout dans le monde. Ils ont envoyé aux États-Unis, au Canada, en Europe pour aller étudier. Ils ont spécifiquement envoyé pour qu'ils aient étudié Engineering, Computer Science, l'ordinateur, tout ça, pour qu'ils soient très bien informés, pour qu'ils aient l'intelligence de ces choses. Et puis ils les ont obligés, dès qu'ils doivent finir, ils doivent retourner dans leur pays. Aujourd'hui,
toutes les histoires d'électronique, l'Inde, ça devient le top numéro 1. Exactement. Parce qu'ils ont compris les capitales humains. Donc vous voyez, et le Congo par exemple, c'est un scandale géologique. Nous avons toutes les richesses par terre, tout ça. Toutes les richesses se trouvent ici au Congo. Mais si le capital humain, l'homme n'est pas développé pour savoir que ce qui sort de la terre, c'est le cobalt, ou ce qui sort de la terre, c'est l'or. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cet or-là? Il ne servira à rien. C'est comme ça aussi que l'homme peut avoir le capital entre ses mains. Mais s'il n'est pas développé à savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec ce capital, il va penser que je dois d'abord acheter le Gucci, je dois avoir acheté Calvin Klein, je dois avoir acheté quelque chose comme ça, au lieu de savoir que non, laisse-moi acheter quelque chose en qui je dois investir, qui doit aider ma vie et aider aussi la vie de mes enfants, et aider la vie de mes enfants et de mes enfants, même la vie de mes parents. Donc c'est ça le problème. Il y a part des responsabilités, il y a part de notre façon de la mentalité, la façon de réfléchir, et aussi c'est qu'il y a un manque d'information. Mais c'est vrai, manque d'information. Parlons-en, monsieur le professeur. Est-ce que vous ne pensez pas que le Congolais, sinon l'Africain, il est beaucoup plus dans la consommation, dans le divertissement, dans les loisirs, alors que les autres sont dans l'investissement, le travail, la concentration et la méditation? Tu sais, je ne vais pas toucher le problème du néocolonialisme et le colonialisme, mais je pense que tout a trouvé sens à partir de là. Oui. Parce que lorsque le peuple, l'homme noir ou bien l'homme africain était colonisé, c'est le même phénomène qui se passe même en Amérique. L'homme noir a la mentalité d'être plus consommateur, tandis que l'homme blanc a la mentalité d'être plus investisseur. Mais maintenant, c'est comme ça qu'on commence à éduquer le peuple. On éduque le peuple de savoir que ce qui vient entre tes mains n'est pas obligé de quitter ta main facilement. Mais ce qui vient entre tes mains peut rester entre tes mains si tu sais comment exercer ce qui est entre tes mains. Alors donc, le phénomène a commencé par exemple depuis la colonisation. Dans la colonisation, on nous a démontré que donc on retire tout ce qu'on a, on retire et on ne vous donne qu'à manger. Tout ça, tu vois, on échangeait qu'on prend la terre, on vous donne les sels. On prend ceci, on vous donne. Donc, ce que nous avons compris, c'était ce que je reçois ceci, c'est pour consommer. Je reçois ceci, c'est pour manger, c'est pour boire. Au lieu de savoir que ce que je reçois ici, c'est pour bâtir, c'est pour investir, c'est pour faire quelque chose de meilleur. Mais nos systèmes éducatifs n'ont pas changé ça, n'ont pas inclus la transformation. Parce que lorsque vous avez un ingénieur qui finit à l'ISTA ici chez nous, lorsque vous avez un ingénieur qui finit à Polytechnique ici au Congo, il est totalement différent, il est pratiquement en déphasage avec la réalité par rapport à un Chinois, un Indien, un Américain. Est-ce que le problème, ce n'est pas le système, le modèle éducatif? Le modèle éducatif aussi joue un rôle. Par exemple, moi je suis professeur, on est obligé, étant que professeur, on est obligé plus ou moins à chaque 6 mois d'écrire de nouveaux articles, des nouvelles histoires, donc toutes ces choses-là. Et pourquoi? Parce qu'on veut se réaliser, qu'on veut se rassurer que you stay in the cutting edge, que tu es resté au développement de l'âge, le temps, avec le changement, le phénomène qui est en train de se passer. Alors, à partir de ça, donc, déjà la base, le Congo, les livres qu'ils sont en train d'utiliser, j'ai appris que ce sont les mêmes livres qu'ils ont utilisés des années. Donc, les professeurs n'écrivent plus. Donc, il n'y a pas d'innovation même sur le plan académique. Et donc, ça crée déjà un retard. Parce que si tu as un retard de 10 ans, au moment où le monde est en train d'avancer sur d'autres histoires, ça devient difficile de se rattraper. Vous avez donc une responsabilité énorme. Eh bien, donc les professeurs ont des responsabilités. Et puis, ici, le département d'éducation, ils doivent revisiter tout ça. Et puis, le système belge, le système que vous avez au Congo, c'est un système plus théorique que le système pratique. Donc, tu peux avoir toutes les théories que tu as, mais si tu ne comprends pas la praticalité, ou bien si tu ne mets pas en pratique, c'est un problème. Par exemple, le système de l'école où tu vas à l'université de 9h jusqu'à 17h à 18h, du lundi à vendredi. Mais tu es bloqué toute ta vie. Il n'y a pas de pratique. Et justement, il n'y a pas une vie sociale. Vous lisez l'ordinateur sur un papier. Donc, il y a un phénomène, ce n'est pas simplement au Congo, le Nigeria commence à improver, le Ghana commence à improver, donc commence à se développer. Donc, il y a un phénomène qui exige assez que créer une certaine sorte de dialogue, que le gouvernement doit faire sa part, et aussi les universités doivent faire part, et aussi les recteurs d'université, les directeurs d'université, les chefs académiciens. Eux tous, ils doivent être, tout le monde doit être retourné encore dans un cycle où
informer, donc, comme on dit, les apprentissages, training, et éducation, les conférences, les nouvelles choses, pour les équiper et pour qu'ils soient capables aussi d'équiper dans les classes. Dernière question avant de parler pour terminer avec la conférence. C'est une question simple. Monsieur le professeur, dites-nous, qu'est-ce qui fait qu'un aveugle soit beaucoup plus riche que celui qui a des yeux? Quelqu'un à mobilité réduite peut s'en sortir, on a des exemples, mais que d'autres personnes n'arrivent pas à s'en sortir. La question est celle de savoir, est-ce que tout le monde peut entreprendre à partir de zéro? Oui, tout le monde peut entreprendre à partir de zéro. Comment? Mais la seule chose qui existe, ça exige les risques. D'accord. Tu dois prendre les risques. Est-ce que tu dois te poser les questions, quels sont les risques que je dois me lancer à ça? Dans les risques, c'est-à-dire que tu as 50% de chances de réussir, 50% de chances d'échouer. Mais la vie sans risque, il n'y a pas de vie. Toute la vie. Depuis, en fait, le problème, c'est qu'on prend des risques chaque jour. Dès que tu te réveilles le matin pour sortir chez toi à la maison, c'est déjà un risque que tu es en train de prendre. Alors, la même chose que tout le monde peut entreprendre. Tu sais pourquoi? Parce que même la Bible, là, lorsque je touche à la Bible, on dit qu'au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Dieu, le phénomène de créer, c'est le premier numéro 1, le grand entrepreneur. Lui-même, il a commencé à créer. Et il a pris quoi? Son esprit, il a mis ça en l'homme. Donc son esprit de créativité a été transféré à l'homme. C'est comme ça que lorsque la radio ou bien la chaîne de ceci a dit qu'on n'a plus besoin de Christian, on te chasse. Christian s'assoit, réfléchit, il dit, qu'est-ce qui est en moi? Il dit, tu sais quoi, je peux produire. Et c'est ça le résultat. Exactement. Donc à chacun de nous, il y a un esprit de créativité et chacun de nous est capable d'entreprendre. Donc celui qui a son boulot, on n'est pas contre ça. Si tu as ton travail, il n'y a pas contre ça. Mais en toi, il y a un esprit de créativité. Parlons de la conférence maintenant. Conférence innovation numérique, gestion de projets et stratégie financière. Vous pensez que c'est la clé pour le développement aujourd'hui? Je pense que c'est parmi les clés du développement aujourd'hui. Donc j'invite tout le monde demain, le 22 juin, à la salle Showbuzz, de 9h à 17h. De 9h à 17h, nous aurons cette conférence d'entrepreneuriat. Et là-bas aussi, on fait des financements de projets, on donne des idées, comment faire, et les gens vont venir déposer leurs projets, et on sélectionne, on finance le projet. Dieu nous a fait grâce. C'est comme une sorte d'incubation? Une sorte d'incubation, les incubateurs, les startups, tout ça, on les aide parce que moi je crois que c'est là l'avenir du Congo. Je pense que les Congolais ont besoin d'un esprit d'entrepreneuriat. C'est 25 $ seulement. C'est 25 $ seulement pour entrer. Et je sais que d'autres personnes diront, oh non, on n'a pas d'argent, on ne sait pas quoi faire. Mais parce que je suis dans ta chaîne de télé et ils sont en train de me suivre, je vous donne l'autorisation de venir, même si vous n'avez pas l'argent. Alors c'est une faveur énorme. À cause de Christian. Alors c'est un grand plaisir, mais il y a beaucoup de gens, susciter les entrepreneurs du 21e siècle. Est-ce que le Congo a besoin de beaucoup d'investisseurs et beaucoup d'entrepreneurs? Oui, le Congo a besoin de beaucoup d'investisseurs. En fait, c'est ça, c'est que le nouveau gouvernement doit se battre. Les investisseurs doivent venir. Parce que les capitales, en GDP, donc le taux capital d'un pays, pour que ce soit développé, il faut qu'il y ait des finances. Alors, il faut que la Banque mondiale puisse essayer d'augmenter le budget d'un pays. Hein, vous voyez. Alors, cela va demander beaucoup des investisseurs pour venir au pays. Et aussi, ces investisseurs-là doivent trouver un endroit paisible pour se rassurer que si nous investissons ici, nous n'allons pas perdre notre argent, nous n'allons pas perdre ceci. En même temps, ceux qui ne sont pas capables d'investir, ils sont capables de créer eux-mêmes, le jeune entrepreneur. Lorsqu'ils créent, et puis on les accompagne, on les aide pour les accompagner, pour les aider à s'en sortir. Et donc ça sera demain. Demain, venez très nombreux, mesdames et messieurs. Vous allez voir ça sur YouTube, sur Facebook. Venez participer à cette très grande conférence. De 9h à 17h. De 9h à 17h. À Showbuzz. Showbuzz, c'est en ville, hein, vous devez le savoir, vers Sosimat. Faites un tour, suscitez les entrepreneurs du 21e siècle. Vous trouverez le DG Patrice Kitebi, le DG Anthony Kinzo, DG Célestin Moukeba, le DG Kitenge, le pasteur recteur Daniel Kawata, DG Magui Sambi, DG Monique Guiesques, le révérend Roland Dallot, le directeur exécutif Willy Yav et le DG Alain Yav, et puis je serai à la modération. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, monsieur le professeur, parlons maintenant politique. C'est vrai. Parler politique, ça intéresse beaucoup de gens aujourd'hui. Okay. Je crois qu'après, on va peut-être... Non, parlons d'abord du viol, avant de parler politique. Une fille de 13 ans, qui peut être votre fille, qui peut être ma fille, disons moi pas, mais ma petite sœur, a été violée par... on parle de 7 personnes. 2 ont été, tous mineurs, je veux dire, 2 ont été condamnés et 5 autres
ont été acquittés, ce qui a provoqué la colère de la population. Ils appellent, ils sont allés en appel, mais bon, il y a beaucoup de problèmes en tout cas. Qu'est-ce qui peut, selon vous, motiver ce comportement de viol collectif des enfants mineurs? En fait, merci beaucoup. Je viens à Biwan, on m'a posé aussi la même question. Je pense que, comme je ne connais pas vraiment toutes les lois du Congo, mais j'ai essayé de m'informer. Je pense que la loi a besoin d'être encore révisitée. Donc, on a besoin de visiter encore la loi. Et c'est le même phénomène qui s'est passé aux États-Unis. En Alabama, il y avait une fille aussi qu'on avait violée. Alors, ça créait vraiment beaucoup de tensions et ça créait en sorte que les lois devaient être révisitées. Donc on devait encore s'asseoir, les législateurs devaient revoir et essayer de voir qu'est-ce qu'ils doivent apporter comme changement dans les pays. Donc, je pense aussi que c'est ça avec le Congo. L'âge avance, il y a l'innovation, il y a des changements. Donc, première chose, je pense que les lois doivent être révisitées. Donc, le législateur du pays doit avoir révisité la loi. Qu'est-ce que le mineur à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, qu'est-ce qui se passe? Ça doit être révisité. Deuxième chose, c'est que le viol se passe tout le temps. N'oublions pas. D'abord, on doit définir c'est quoi le viol. Je ne veux même pas aller en détail, parler de quoi. Le viol, c'est quoi? C'est lorsque une personne dit non. Et toi, tu l'as au-delà de ce qu'il a dit. Ouais. Si je dis non, je dis non. Il n'y a pas un consentement à mon non. Donc, au-delà de mon non-refus, c'est un viol. Donc, tu violes ma liberté. Tu as abus de ma décision. Donc, lorsque une personne dit non, c'est non. Alors, ça nous ramène à quelque chose, à un phénomène. D'abord, premièrement, on regarde ce qui se passe dans l'Est du Congo. Qui la communauté internationale, le monde entier, sont calmes, ils parlent de ça, mais c'est calme qui exige assez que ce soit la communauté internationale, quand on parle des droits de l'homme, tout ça, ils doivent essayer de revoir c'est quoi ces problèmes-là pour essayer de fixer ce problème. Parce que nos parents, nos enfants, nos femmes, nos pères, nos maris, toutes ces personnes-là sont en train de souffrir certaine assistance de la part de la communauté. Et la troisième chose, le phénomène de viol aussi se passe aussi quelquefois dans la vie courante aujourd'hui. Quand tu es un garçon de l'université, tu as 25 ans, tu sors avec une fille de 16 ans, de 15 ans. C'est un phénomène qui se passe ici. Ouais, c'est un phénomène qui se passe ici. Dans le droit, c'est un viol. Ouais, tu vois, c'est un viol. Donc, peut-être, tu vas dire que la fille a consenti, mais elle a consenti sur quoi? À quel âge il est mineur. Ouais. Donc tu vois, c'est un donc tu vois, il y a un problème. Donc il y a un problème. Ça aussi, c'est un phénomène de viol. Donc on ne peut pas simplement se fâcher parce qu'il y a un enfant de 13 ans, il y a ceci, cela, tout ça. Non, ça doit conscientiser. Tous les garçons, je parle à tous les universitaires. Laissez les enfants de l'école secondaire tranquilles. Les enfants de l'école primaire tranquilles. Donc tu vois. Donc c'est un point important. Parce que le viol se commet alors tous les jours. Voilà, c'est ça que je sens. Il y a des aînés de l'université qui sortent avec des jeunes filles. Voilà. Ben, tout le monde le sait, personne n'en parle. Personne n'en parle, tu vois. Donc, ça nécessite, c'est ça mon troisième point. Ouais. Ça nécessite seulement. C'est injuste de dire simplement qu'un homme politique est en train de sortir avec cette fille ici. Ouais. Non, le problème c'est quoi? C'est que l'homme politique, on le devient. Mais c'est ce qui a commencé. On est d'abord énorme. Ça a commencé le bas âge. Lorsque tu étais à l'école secondaire, qu'est-ce que tu faisais à l'école secondaire? À devenir un homme politique ou à devenir un homme d'affaires, ce n'est pas ça ce qui t'a changé. C'est en fait ce que tu étais. D'après que c'est révélé du fait que maintenant tu as l'argent, tu as l'opportunité, tu as des choses comme ça. Donc voyez, donc ça c'est troisième chose. Et quatrième chose aussi, il y a des viols aussi qui se fait consciemment, inconsciemment dans les cas de la petite ici, inconsciemment, où la responsabilité peut être partagée. Là, j'ai compati et je présente vraiment mes compassions aux parents de la fille, que Dieu les assiste, que Dieu accorde la grâce. Mais c'est une leçon à la société. Lorsque nos enfants vont même à la fête, ou ils vont même au deuil, je ne sais pas comment je peux dire au contexte ici, ils doivent avoir une supervision. Les adultes doivent être avec eux. Ne laissons pas les enfants eux-mêmes. Parce que le monde est méchant. Le monde est terrible. Alors, et surtout tard.
Mais les parents des violeurs aussi sont désemparés et aussi ont très mal parce que je ne vois pas un parent qui puisse demander à son fils d'aller violer quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est comme ça que c'est partagé, même que ce soit des violeurs, que ce soit de tout ça. Donc tout le monde est partagé. Alors au lieu d'amener ces problèmes-là, c'est que ça puisse devenir plus politique, mais ça doit amener ce qu'on appelle un dialogue. Le peuple congolais doit s'asseoir et parler. Et ça doit être dialogue. Et une des choses que je touche et j'insiste, la sexualité ne doit pas être un tabou au Congo. Alors qu'on a taboutisé chez nous. Voilà, on doit parler de la sexualité aux universités, à l'école, aux églises et aux compagnies. On doit parler de ces histoires-là de la sexualité. Ne fouillons pas ça, parce que c'est déjà à notre porte. Donc on doit parler de ça. Le fait de prier ne fait pas en sorte que ces problèmes ici n'arrivent pas. Donc il y a même les violeurs qui viennent dans nos églises. Oui, donc c'est la responsabilité des pasteurs, c'est la responsabilité des professeurs, c'est la responsabilité de tout le monde. Tout le monde doit mettre la main. Donc ma conclusion, c'est que ça doit créer dialogue entre familles, dialogue entre parents, ça doit créer aussi dialogue où les papas doivent parler avec ses enfants. La sexualité ne doit plus être un tabou et les législateurs doivent s'asseoir pour révisiter les lois congolaises. Et donc vous êtes indigné par rapport à cet acte odieux qui a été commis sur la fille? Oui, nous sommes touchés à ça et nous croyons que les législateurs doivent s'asseoir. Alors, monsieur le professeur, parlons maintenant de la politique. Vas-y. Alors, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt ou des arrêts qui font très mal. Certains députés se sont fâchés, ils ont passé la nuit. La première nuit, c'était hier. Ils ont dit qu'ils vont continuer à passer la nuit là-bas. Est-ce que vous pensez que c'est une très bonne raison de passer la nuit? Est-ce que ça aboutit à quelque chose ou l'on doit plutôt se baser sur le contenu même de cet acte-là? Et bien évidemment, parler aussi de ces juges. Je pense que, premièrement, les gens de l'opposition, ceux qui passent la nuit, ils ont droit, la Constitution permet à tout le monde le droit de liberté d'expression, d'agir, de travailler, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'abus. Donc, ils ont droit de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Sleep in, c'est protestation. Il y a aussi ce qu'on appelle hungry in, où les gens refusent de manger. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, ils ont leur droit, c'est leur obligation de faire ce qu'ils veulent. Mais par la Cour constitutionnelle, en même temps aussi, lorsque les gens expriment, c'est comme ça, c'est la haute cour du pays. Donc, ils doivent s'asseoir pour essayer de revoir qu'est-ce qui se passe. Le fait d'être une cour, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de flaws, ce n'est pas des erreurs. Ils peuvent avoir des erreurs, mais ils doivent s'asseoir et essayer de revoir tout ce qu'ils doivent revoir. Mais comment ces erreurs sont canalisées à un seul parti? C'est là le problème. S'il y a erreur, mais pourquoi ce n'est qu'un seul parti qui les compte? Ça veut dire le parti de la Mouka. La Mouka n'est pas un parti, mais je parle de plateforme. Bon, parlons de la plateforme. Il n'y a que la plateforme de la Mouka qui a écopé tout ça. Oui, mais c'est Christian, moi je ne veux pas être de quelle plateforme politique, mais je pense que sur Twitter, les gens peuvent me suivre sur Twitter, Dr Flavien Chirandi, je suis en Twitter. Sur Twitter, on a eu ces débats ici. Il y a les gens des FCC qui ont aussi, leurs agents aussi invalidés. Ils ont dit que 10 de leurs agents ont été invalidés. Attendez, il y en a qui sont des vice-ministres. Attendez, mais ils sont invalidés. Oui, non, tu vois le problème. Le problème, c'est ceci, c'est que on ne peut pas mélanger les choses. On doit rester dans l'ordre. Et c'est ça, c'est que je veux que l'homme congolais commence à faire. Par exemple, même dans ce phénomène ici qu'on a pu parler des viols. Si on doit politiser, si on doit faire quoi que ce soit, mais on doit rester dans les normes. Restons dans les normes comme ça. Ne politisons pas ce qu'on ne peut pas politiser. Alors, en même temps aussi ici, il y a les gens des FCC qui ont été invalidés. Il y a les gens de la Mouka qui ont été invalidés. Il y a aussi les gens des Cash qui ont été invalidés. Peut-être les gens de la Mouka, c'est eux, beaucoup peut-être ont été invalidés. Et ils ont le droit de protester. Alors, ce que le juge, la Cour constitutionnelle doit faire, il doit revoir tout, les décisions. Pourquoi ils ont invalidé ces gens des FCC, pourquoi ils ont invalidé ces gens des Cash, et pourquoi ils ont invalidé ces gens de la Mouka, pour qu'ils puissent trouver une solution. Sinon, si ça ne se crée pas, la crise va continuer. Mais ils doivent s'asseoir pour essayer de résoudre la situation. Alors, le président de la République avait reçu le président de l'Assemblée, disons, de la Cour constitutionnelle, et le président de la Cour constitutionnelle a reconnu effectivement qu'il y a eu beaucoup d'erreurs suite au fait qu'il y avait plusieurs requêtes qui ne pouvaient pas, il n'y avait que 7 juges pour plus de 1200 requêtes. Alors, est-ce que l'on doit dire que la cour, la plus haute cour de cette façon-là, est-ce que cette cour ne pouvait pas prévoir des chambres supplémentaires pour finalement connaître de cette affaire?
que d'accepter d'une affaire lorsque vous savez que vous n'êtes qu'à 7. En fait, c'est un problème de management. Ouais. C'est un problème de management. Tu vois, comme on est en train de parler, c'est un problème de management. C'est-à-dire que le juge eux-mêmes, ils devaient prévoir encore les autres personnes pour les assister. Ouais. Et c'est comme ça qu'on devait résoudre les situations. C'est vrai, les juges, c'est eux qui doivent prendre les décisions finales. Mais le juge, ils savent, ils connaissent qui sont les autres juges qui sont compétents, qui travaillent dans les différentes branches, peut-être dans le cours pénal, ou je ne sais pas comment les systèmes juridiques ici fonctionnent, mais ils peuvent amener les autres juges travailler avec eux pour les assister dans les décisions. Et c'est à eux maintenant de prendre les décisions finales. Donc c'est plus management, le plus management de mettre les autres personnes à travailler avec eux. Si c'est ça la raison qu'il est en train de donner, le fait qu'il y avait beaucoup de cas, ils n'ont pas pu résoudre. Donc ils doivent amener d'autres personnes, les assister pour prendre des décisions. Alors, plus que 2 points, j'apprécie beaucoup votre neutralité et surtout votre capacité de ne pas déranger les camps. Je comprends. Alors, terminons ce sujet avec un autre grand sujet important. Oui. Et c'est le gouvernement. Jusqu'aujourd'hui, 6 mois, le gouvernement n'est pas encore sorti. Alors que le mandat du président a 60 mois. Et là, on a déjà pris 6 mois. Un peu comme la dîme. On a déjà pris la dîme du mandat. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement? Je pense qu'ils sont dans les dialogues. Ils sont dans les dialogues et nous sommes en train de les encourager pour essayer d'enlever les pays dans la crise. Ils doivent faire sortir le gouvernement le plus vite possible. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? On dit que c'est vrai que le président est en train de fonctionner. Il y a un gouvernement, l'autre gouvernement qui est temporaire, qui est encore en place, qui fonctionne encore démissionnaire. Je m'excuse, démissionnaire, doit partir. Donc ce gouvernement-là doit essayer d'accompagner la présidence, mais du moins, il doit faire sortir le gouvernement le plus vite possible. Quel type d'homme faut-il pour le Congo? Dans quel sens? Quel genre de ministre doit mettre? Quel genre de ministre doit mettre? Le profil. Le profil. Je ne sais pas quel genre de profil doit mettre, mais je sais que je peux dire, si c'était de moi, il y a 4 choses que je me base. La première chose, c'est que la jeunesse a besoin d'une chance. Vous savez, on ne doit pas se partager le pouvoir comme étant des pièces de gâteau qu'on se partage. Ça, c'est quelque chose qu'on doit enlever. Je pense qu'il y a des jeunes compétents qui peuvent travailler. Et ce que moi, je peux conseiller, ce sera qu'un gouvernement qui doit être égalitarien, égal. C'est-à-dire qu'il doit mettre un certain nombre de jeunes, un certain nombre de vieux, un certain nombre de femmes. Si ça devient 30 personnes, 10, 10, 10. Ça, c'est ce que moi, je suis en train de voir. Et puis, une autre chose aussi, s'ils vont se baser par rapport aux partis politiques, ils doivent amener de nouvelles faces. Ils doivent amener de nouvelles faces, et ils doivent amener des faces de gens qui ne sont pas, qui n'ont pas une situation qui doivent créer des doutes à la population. Donc la première chose, ils doivent amener aussi les jeunes au gouvernement. Deuxième chose, ils doivent être capables de partager l'égalitarien, de partager les pages, de partager les postes d'une façon égale. C'est ce que moi je pense. Je pense aussi que les femmes doivent faire partie de ce gouvernement-là. Et aussi, je soutiens à tout prix en sorte que s'ils doivent mettre les gens, lorsqu'ils mettent les gens, ils doivent se rassurer que les nouvelles faces, les gens qui ont réussi et qui ont des preuves dans la société d'être capables de faire partie de ce gouvernement. Accepteriez-vous d'être ministre ici au Congo? D'abord, la constitution congolaise ne va pas me permettre parce que je suis américain. Donc, je dois pas de ma nationalité congolaise américaine pour devenir ministre ici. Mais nous pouvons toujours continuer à les servir en consultance, donc, comme on peut le faire. Quelle pensée avez-vous pour le président de la République? Le président de la République. Comme c'est un président du peuple, c'est-à-dire que le peuple l'aime, je peux lui donner que 3 petits conseils. Premièrement, la politique de la proximité. Tu ne peux pas conduire un peuple si tu n'es pas proche d'eux. Et monsieur le président, si tu veux réellement savoir si tu réussis, c'est de descendre au marché, d'écouter ce que le peuple dit au marché. C'est là où il y a la vraie population. La vraie population n'est pas les gens de ton gouvernement, de ton cabinet.
La vraie population, c'est le peuple qui sont sur la rue. Il faut les écouter. La politique de la proximité. Et puis, il faut aussi, la politique, on dit, c'est politique d'échange. C'est-à-dire, il faut être capable de réunir toutes les classes politiques et de les écouter. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Il est vrai qu'il y a des gens aussi qui sont peut-être non négociables. Ils n'aiment pas négocier, ils n'aiment pas écouter. Mais vous êtes le chef de la nation. Donc vous êtes considéré comme étant le père du pays. Le garant de la Constitution aussi, qu'on le dit. Donc il faut être capable de les réunir, de les mettre ensemble, parler et les écouter. Et troisième chose surtout, il faut relever les défis de la pauvreté dans les pays. C'est-à-dire permettre aux investisseurs, créer une plateforme des entrepreneurs. Monsieur le Président, ça c'est pour moi, je lance encore. Je cherche des financements pour financer les jeunes de ces pays. Nous avons financé l'ancien gouvernement, l'ancienne administration, le président Kabila était venu aussi en quelque sorte essayer d'aider de sa façon. Donc on doit aider tous ces jeunes ici pour les donner des financements. Certains d'entre eux, ils ont des difficultés de traverser au gouvernement, savoir quelle porte pour frapper et tout ça. Mais nous, on est là. Structures en place qui peuvent aider, être un pont entre le gouvernement et la population. Donc je pense que la classe moyenne doit être élevée. Donc écoutez, lever les défis, combattre la pauvreté, amener les investisseurs, créer les entrepreneurs dans les pays. Et dernière chose, la sécurité en la nation congolaise. Il faut que le peuple se sente en sécurité. Faites tout ce que vous pouvez faire pour sécuriser cette nation. Merci, monsieur le professeur. On va terminer. Bemba rentre dimanche. Il y a une journée aussi organisée par l'Église, dimanche. Alors, la coïncidence du calendrier, c'est qu'ils seront au martyr. L'Église sera au martyr, stade des martyrs, et que M. Bemba va être certainement sur Triomphal. Vous avez vu la proximité, je ne sais pas si vous connaissez cette voie. Oui, je vois. Vous avez vu la proximité. Est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux que l'un d'entre eux change carrément d'endroit à l'heure qui est, ou vous pensez que ça peut se passer dans les calmes, tous les deux côtés, que chacun respecte son coin? Je pense que si tu veux parler de judiciaire dans les calmes, mais ça c'est maintenant au gouvernement et c'est aussi à Bemba de se rassurer que sa sécurité sera en place. Donc il doit demander au gouvernement de se rassurer qu'il y aura une forme de sécurité. Et c'est à lui aussi d'être conscient qu'il y a une sécurité. Ça c'est un phénomène mondial, partout, même là où il y a Donald Trump, mon président, lorsqu'il veut faire des choses, il y a toujours des gens qui protestent, il y a toujours des gens qui cassent, il y a toujours des gens qui font quoi que ce soit. Mais il y a les policiers pour sécuriser. Donc ça c'est Et deuxièmement, on ne peut pas changer ça parce que c'est ça la démocratie. La démocratie c'est quoi? C'est le fait que toi, tu peux te réunir si moi, je peux me réunir si toi, tu me critiques, moi aussi, je te critique. Le peuple congolais voulait la démocratie. Et c'est ça, la démocratie. Réunissez-vous, c'est ce que vous voulez. Mais pourquoi fixer le même jour qu'un politicien, alors qu'on sait que M. le Président est invité, lui aussi, dans cette manifestation de la prière? Pourquoi faut-il que le président prenne part à cette prière, alors que juste à côté, il y a un opposant qui organise sa manifestation? Parce que c'est ça, la démocratie. Et c'est ça, bienvenue dans le monde de la démocratie. Donc, ce n'est pas de la provocation, c'est ça la démocratie. Quand on cherche la démocratie, c'est ça ce qu'on reçoit à la démocratie. La liberté d'expression, la liberté de s'assembler, la liberté de se réunir, la liberté de prier, la liberté de faire quoi que ce soit et sans être dérangé. Et la démocratie fait en sorte que tu ne peux pas m'imposer la date, l'endroit. Moi, j'ai choisi ce que je veux et j'ai fait ce que je veux faire. Le Congolais, l'homme noir, l'homme africain veut la démocratie qui vient de venir de l'Occident. Et c'est ça ce que ça produit. Donc il y a des positivités, il y a des négativités, mais on ne peut pas politiser tout. C'est ça les résultats de la démocratie. Vous serez où vous-même? Moi, je serai dans l'avion. On est parti. Merci beaucoup. En tout cas, monsieur le professeur, c'était un grand plaisir pour moi de vous recevoir. Merci. Je me ferai toujours l'honneur de vous recevoir parce que, comme je l'ai dit, vous m'inspirez beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était un grand honneur. N'oubliez pas le rendez-vous de demain. Allez-y, faites un tour. Showbuzz. Allez voir, allez participer. 25 $, c'est rien. Et le prof dit, si vous n'en avez pas, venez quand même. Mais espérons que jusqu'au soir, vous aurez les 25 $. Venez demain, vous allez assister à une très grande conférence, une très belle conférence, le choc des idées. Et c'est là que finalement, les belles idées naissent et les beaux projets aussi. Merci au professeur Dr Chirandi. Je rappelle qu'il est professeur, il enseigne le droit. Et puis ici, il est le responsable des Global Touch Corporate.
Eh bien, donc, vous avez certainement compris, le français du professeur, il est anglophone. Et puis, je dois vous dire, il a fait beaucoup de progrès pour parler français comme ça. Merci. En donnant le plus grand problème, c'est parler lingala aussi. Merci beaucoup, merci, Lingala merci. prochainement. Le baron Miguel. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. patron na nga apolosa esimba lisu te mpo makambo namoni kuna bato baotravaille na nzambe en tout cas basi bake mosika. Donc lava yo bamission nazopesa yo ozosanga comme il faut te place no awa eza lisusu te oyoki ale kite polosa oyo na batya baninga kale nalongo nake kuna lava Oh, nous avons un orange na main. Comment coquette? Ah, ouais. Ni oyobi kaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette. Ça est commis sur partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo toza koavanse na nkolo.